donne jusqu'à Ah, donc, 11h45. voilà, donc le webinaire commence. Effectivement, il va durer 1 heure. Il y aura un petit quart d'heure d'échange à la fin pour ceux qui le souhaitent. Nous devrions respecter le timing. Et donc, en introduction, ce webinaire concerne le cadre juridique de la sécurisation des chargements par l'arrimage. Bien évidemment, nous sommes dans le monde du transport. Pourquoi nous faisons ce type de webinaire? C'est parce qu'on pense qu'il faut apporter de l'expertise à tous les acteurs de la chaîne logistique pour qu'ils puissent se positionner en interne et avec leurs prestataires sur qui fait quoi et dans quel cadre j'évolue de manière à éviter un maximum de dommages quand ça peut arriver par anticipation et puis aussi savoir les traiter de manière curative quand ils surviennent parce que malheureusement, on peut quand même avoir des accidents. Et donc, pour animer ce webinaire, nous avons la chance d'avoir Patrick Fournier de l'Astral, qui a fait une très bonne préparation et qui va nous donner énormément de contenu. Donc, suivez bien, parce qu'il y a beaucoup de choses à engranger pendant ce webinaire. Et vous pourrez le revoir sur YouTube, sur notre chaîne, bien évidemment. Mais là, on a de l'or en barre, comme on pourrait dire. Donc, Patrick, je te laisse démarrer le webinaire. C'est parti pour toi. Ok, merci beaucoup Jean-Baptiste et merci pour d'avoir organisé ce webinaire. En tout cas, merci Alpes Supply Chain pour ça. Vraiment. C'est un sujet qui me passionne et du coup, comme tu le disais, le webinaire va être assez dense, beaucoup d'informations, mais j'ai eu du mal à faire du tri. Vraiment, vraiment, vraiment à faire du tri par rapport à l'aspect réglementaire. Il y a beaucoup d'informations. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Patrick Fournier, je travaille à l'Aftral, je suis formateur consultant en santé et sécurité au travail. Je travaille sur l'arrimage, la sécurisation des chargements depuis plusieurs années. Je suis formé en spécialiste, reconnu expert par l'INRS et la CARSAT et par des entreprises. Je travaille au niveau français et européen aussi. Et je travaille aussi sur la démarche sectorielle transport routier logistique de l'INRS avec la formation dirigeant, APTRL, l'APS. Et je suis formateur d'acteurs. Voilà mes grandes lignes de travail. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Du coup, avec un cas concret qui a coûté, pas compliqué, 1900 euros d'amende à une entreprise. On est sur des fûts de matières dangereuses vides qui ont été chargés en France, qui sont vidés en Allemagne pour être rechargés, retour en France pour production. On se retrouve là-dessus avec un camion qui a été immobilisé par les forces de l'ordre allemandes avec un contrôle de sangle qui a mis en avant un problème de sécurisation. Les fûts peuvent glisser, les fûts peuvent bouger dans le camion parce que la sécurisation est insuffisante. Et à ce niveau-là, premier problème, le petit espace à l'avant entre les deux fûts, il y avait une dizaine de centimètres, donc ça ne suffisait pas selon la police allemande pour sécuriser vers l'avant les fûts. Deux, il manquait du frottement. Il aurait fallu mettre des tapis anti-glisse là-dessous pour pouvoir sécuriser efficacement. Donc voilà, ça c'est vraiment un cas concret derrière l'entreprise qui n'est pas du transport. Ce que disait Jean-Baptiste, c'est un webinaire transport. Moi, j'ouvrirais beaucoup plus large. C'est webinaire transport logistique et beaucoup plus les chargeurs. Les chargeurs sont vraiment concernés. Moi, depuis 5 ans, je ne fais quasiment que des formations chez des chargeurs. Et c'est impressionnant. Et du coup, là, il y a un gros travail qui a été fait de formation des personnes en charge, responsables du chargement, les caristes, les responsables sécurité, et on a amélioré la situation. Voilà, et on a évité d'autres problématiques. Si j'avance un petit peu, un autre exemple, une machine industrielle, 20 tonnes, qui est tout à fait normal dans l'industrie. On dit, tiens, cette machine, elle est sur un site, il faut la déplacer parce qu'elle doit être stockée ailleurs. On a 5 kilomètres à faire. Les gars qui font ça habituellement sont en vacances. On appelle un transporteur, il vient. Le pontier, il n'est pas trop au courant. Il pose ça sur le camion, il fait confiance au conducteur. Il s'en va. Il fait 800 mètres. Premier rond-point, la machine est par terre. Pas de Alors, le mort. rond-point, c'est fatal. Ah ouais. Pas de mort, pas de blessés. Une belle publicité, par contre, dans le journal local. C'est à Clermont-Ferrand. C'est un vrai problème. On est là-dessus. Et là, ça a été le facteur déclenchant qui a mis en avant la problématique de sécurisation des chargements.
Et on a développé depuis 5 ans un projet au niveau européen pour travailler, former, amener la connaissance sur tous les sites pour que chacun soit autonome dans les prises de décision, dans la sécurisation, pour que les marchandises sortent et soient en règle aussi et qui ne provoquent pas de risque pour les autres. Voilà, ça, ce sont des exemples et j'en ai en pagaille. Et je ne suis pas le seul, hein. Tous les spécialistes qui travaillent là-dessus le savent. Donc, dans ce webinaire, nous allons voir un petit peu quelques chiffres. Il n'y en a pas beaucoup, mais on les a. Le cadre juridique, quels sont les textes qui peuvent nous aider à travailler sur la sécurisation et à argumenter, à justifier les normes. Et puis, on va parler un peu de la norme principale qui nous intéresse, la EN 12195-1. Voilà, celle-là, elle nous intéresse vraiment, c'est celle qui est au cœur de l'arrimage en Europe depuis 2010. Et puis, il faut qu'on parle aussi des techniques de sécurisation des chargements. Je vais vous amener 2-3 petits trucs, la lecture d'une étiquette de sangle, quelque chose comme ça. Et puis, je vais vous proposer aussi, bien sûr, hein, puisque je travaille à l'Aftral, donc je vais vous expliquer ce qu'on fait aussi à l'Aftral en termes de formation. On va commencer avec quelques chiffres. Alors, quelques chiffres. En Europe, 1000 décès sont liés à des défauts d'arrimage. Seraient liés, sont liés. C'est compliqué de le savoir. Par contre, on en aurait 100 en France qui concerneraient un défaut d'arrimage. Et là, j'ai un exemple à Bilbao en 2021. Un camion, tracteur semi, on voit qu'on a un tracteur en 6 essieux, on a une bobine qui est posée sur le plateau, on a une bobine d'une 15aine de tonnes qui a été posée sur le plateau, certainement calée avec des chevrons. Il y a eu des sangles qui ont été installées. Malheureusement, vous voyez, lors de la circulation, pendant la phase de circulation, le conducteur a dû freiner un peu plus fort que d'habitude. Et malheureusement, les sangles qui étaient mises en place n'ont pas suffi à retenir cette bobine. Et cette bobine a continué à avancer alors que le camion était en train de s'arrêter. Elle a percuté le tablier, elle a percuté la cabine, elle a détruit le tablier et la cabine et elle s'est arrêtée sur la route. Voilà. Donc là, on est dans un exemple typique où vraiment, il y a un problème de sécurisation des chargements, une méconnaissance de la part du chargeur pour avoir laissé partir ce camion avec cette bobine sur le plateau. Il y a plusieurs facteurs. Un, le camion n'était pas adapté. Il aurait fallu un porte-bobine. Et deux, si on avait utilisé le porte-bobine, il faudrait que tout le monde soit formé, et le conducteur et le cariste. Voilà, ça c'est vraiment important. C'est pourquoi? Parce que dans cette situation, il y a une notion de co-responsabilité. Vraiment, il y a une notion de co-responsabilité qui est très présente. Le transporteur est responsable, mais l'expéditeur est responsable. Je vais vous en parler un petit peu après. Ensuite, nous avons d'autres cas. En France, un peu moins violent, un peu moins, il n'y a pas de mort. Par contre, on a 16 accidents routiers par an qui sont liés à une instabilité de charge. Voilà ce que ça peut donner, une instabilité de charge avec le déversement complet. Là, on est sur des bouteilles en verre posées dans des casiers qui étaient posés eux-mêmes sur des palettes, mal filmées, dans une semi-remorque où il n'y avait pas les planches sur les côtés, les lisses, les planches, les fausses ridelles, je ne sais pas comment vous les appelez. Moi, j'appelle ça des lisses. Il n'y en avait pas parce que le trajet était court. C'est pas grave, on l'a toujours fait comme ça. Et puis le conducteur a mis un petit coup de volant de trop pour éviter une voiture, certainement. Et la marchandise s'est déversée sur le côté, alors le temps perdu et tout ce qui va avec. Il y aurait 15 800 pertes d'objets en France par an. Ça, ce sont des données INRS. L'INRS, l'année dernière, donnait à peu près 15 000 pertes d'objets sur les routes qui peuvent provoquer des accidents. Et là, on vient à la notion de contrôle. À l'heure actuelle, malheureusement, en France, 80% des chargements en France ne respectent pas la norme 12195-1. Bon, eh bien, on en est là, le constat, il est fait. Et il est fait par qui? Par la DREAL. Par la DREAL, 70 contrôleurs DREAL sont formés à la sécurisation des chargements et vous voyez que le contrôleur DREAL utilise un petit appareil qui permet de mesurer la tension de la sangle. Et donc, grâce à ce petit appareil, on peut aller vérifier que l'arrimage
est bien fait? Est-ce que j'ai suffisamment de tension dans ma sangle pour assurer la sécurité du chargement vers l'avant, vers les côtés et vers l'arrière? Voilà, ça en fait partie. Et ils sont formés pour ça en France et ils sont très attentifs au type de chargement, notamment la matière dangereuse, tout ce qui est sous ADR. Vraiment, ils sont très attentifs là-dessus. C'est nouveau, ça, cette formation? C'est le fait d'avoir 70 contrôleurs de réal formés. C'est récent ou c'est quelque chose Ah, d'historique? ça va faire maintenant 8 ans qu'ils montent en compétences régulièrement et ces 70 évoluent beaucoup et on a des contrôleurs partout sur le territoire à l'heure actuelle, partout. Ils sont bien répartis partout et ils sont principalement sur les grands axes et les péages, les principaux axes routiers en fait. Ils font vraiment des contrôles. Voilà. On est très loin du niveau allemand, soyons clairs. On est très loin du niveau allemand. Voilà, pour vous dire, l'Adréal, on est à peu près à 1800 contrôles par an de camions sur le territoire national, 1900. Et ça ne va pas cesser d'évoluer. En Allemagne, on est à 97% de respect de la norme EN 1295. Voilà, pourquoi? Parce que les contrôles et forces de l'ordre sont bien formés. Et tout ça, ça date de 2004. Ça date de 2004, donc ça fait plus de 20 ans qu'ils travaillent sur l'arrimage, les Allemands. Et donc, tout le monde là-bas en Allemagne est vraiment conscient des risques liés à des défauts d'arrimage. Vraiment. Il y a du travail. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu tout ça, où on en était là-dessus. Il faut savoir que la France, on est le mauvais élève européen en termes d'arrimage. Les Allemands, les Espagnols s'y sont mis depuis peu et ils sont passés de pas grand-chose en termes de contrôle à énormément de contrôle, presque arrivé au niveau allemand. Ça a été très compliqué. Ils sont passés de pas de contrôle à des contrôles en 2 ans. Vraiment des sanctions importantes. L'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, l'Autriche, tous ces pays-là sont déjà très en avance sur la sécurisation des chargements. Euh, voilà, l'idée générale. Maintenant, on va parler d'arrimage, mais l'arrimage, la sécurisation, c'est un petit peu flou. Même le mot arrimage en lui-même, est-ce qu'on parle d'arrimage? Est-ce qu'on parle de sanglage? Est-ce qu'on parle d'assujettissement? Est-ce qu'on parle de sécurisation? Il y a un peu de tout. Alors moi, je pose la question, souvent on me dit sanglage. Ah ben, je vais mettre des sangles. Super. Est-ce que je dois sangler un camion avec du sable dans la benne? Ah ben non. Et pourtant, je dois l'arrimer, ce sable dans la benne, en mettant une bâche. Ah, d'accord. Et puis quand je fais mes courses, tous les jours que je vais au supermarché, je vais faire mes courses, je mets mes sacs dans le coffre. Ces sacs, je les cale contre le siège et sur les côtés pour pas qu'ils tombent. Eh bien, je fais de l'arrimage. Le meilleur des arrimages possibles. Je bloque mes sacs de courses dans le coffre de ma voiture. C'est de l'arrimage, tout ça. Eh bien, vous mettez ça à l'échelle d'un camion, c'est exactement pareil. Il faut que tout ce qui rentre dans un camion ne puisse pas bouger. Bon, donc on va se poser quelques petites questions là-dessus. Est-ce que vous pouvez répondre à ces questions? Qui assume la responsabilité du chargement et de l'arrimage des marchandises dans votre entreprise? Que définit la norme 12195-1 en matière d'arrimage? Voilà, est-ce que vous le savez? À quoi correspondent les valeurs LC et STF sur une sangle, sur une étiquette de sangle ou sur une chaîne d'arrimage? Quelle est la capacité de retenue d'un tablier Totliner certifié code XL? Quel lien existe entre recommandation R512 de la CNAM-TS et le protocole de sécurité depuis 2021? Je vais un peu plus loin. Quelles sont les exigences à respecter pour le transport de colis soumis à ADR? Les risques liés à l'arrimage sont-ils pris en compte dans le document unique d'évaluation des risques de votre entreprise? Voilà, des choses tout simples. Donc, si vous êtes capable de répondre à tout ça, vous dites, ben c'est bon, je suis bien en avance sur la sécurisation. Tiens, LC, qu'est-ce que c'est? STF, à quoi ça correspond? Ah bon? Et la norme, de quoi on parle? Et la recommandation 512. Voilà. La suite du webinaire, en fait, je vais essayer de vous amener un petit peu d'informations parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps. Jean-Baptiste surveille la montre, hein, attention. On est bien. Tout va bien. Et du coup, je voudrais, avec ce qui nous reste de temps, essayer d'ouvrir un petit peu votre façon de penser pour peut-être vous donner des idées de projets, des idées de tiens, il faudrait qu'on travaille là-dessus, tiens, je suis pas mal là-dessus. Voilà, simplement ça, vraiment simplement ça. Donc, on va continuer.
et j'attaque le cadre juridique. Et le cadre juridique avec la norme, en France, ben on en est là. On en est là avec un code des transports qui est un petit peu vide, parce que il est un petit peu vide parce que depuis 2018, on aurait dû, en France, retranscrire une norme de 2014 qui parle d'arrimage et qui impose les règles d'arrimage à respecter en France. Et puis depuis 2018, ben, ce texte n'a pas été écrit et n'a pas intégré le code des transports. Du coup, on a des textes qui sont disséminés un petit peu à droite à gauche, et c'est ce qui pose un peu de soucis parce qu'on n'a pas un cadre très clair dans l'arrimage, à part la norme. Mais la norme, elle est lointaine, on ne sait pas trop de quoi on parle. Du coup, on va balayer ensemble un petit peu tous ces textes qui reprennent les normes et les obligations des uns et des autres. Et le premier texte, eh bien, on retombe sur le contrat type général. Allez, je vous le fais en entier. Contrat type général pour lequel il n'existe aucun autre contrat spécifique. On est bien sur le code du transport. Et dans ce contrat type, il est dit que, article 7, quand on charge un envoi qui fait moins de 3 tonnes, envoi un expéditeur unique vers un destinataire unique. Quand on charge un envoi de moins de 3 tonnes, c'est le conducteur, le transporteur qui est responsable. Qui est responsable du chargement, du calage et du sanglage. L'expéditeur est responsable de vérifier qu'il fait bien le travail pour l'autoriser au départ. À aucun moment, j'ai dit que le conducteur avait l'obligation de charger. Ça, chaque site se débrouille. Mais c'est bien le transporteur qui est responsable. Par contre, à partir de 3 tonnes, attention, on inverse la donne. Tous les envois qui sont chargés dans un camion qui sont égaux ou supérieurs à 3 tonnes, c'est de la responsabilité du chargeur de contrôler le chargement, le calage et le sanglage. Et ça, on est souvent un peu, comment dire, pas ignorant, mais on a toujours fait par habitude, on a toujours laissé la responsabilité, cette responsabilité sur le dos du transporteur, parce que c'est son métier, c'est le métier du transport. Et bien en fait, le contrat type, depuis 2017, il faut savoir qu'il a été réécrit, ce contrat type, en 2017, retravaillé jusqu'en 2021, et c'est très clair maintenant. Moins de 3 tonnes, responsabilité transporteur, plus à partir de 3 tonnes, responsabilité principale du chargeur. Attention, hein, c'est pas l'un ou l'autre. Il y a aussi quand même une notion de co-responsabilité. S'il y a un accident, devant les tribunaux, il y aura de la co-responsabilité entre le conducteur, le transporteur, l'expéditeur et le cariste. Ça va être travaillé. Mais ce sera principalement à partir de 3 tonnes une responsabilité de l'expéditeur. Voilà, on en est là. Donc ça, c'est pour les transports franco-français. Si je vais un peu plus loin, on charge un camion qui parle international. Là, c'est clair. Dans le texte, il est dit que dans la CMR, la Convention marchandises de transport par route de 56, il est dit que c'est celui qui fait l'opération de manutention, de chargement, de calage et d'arrimage qui est responsable. Et à l'international, c'est l'expéditeur qui charge le camion. On laisse faire le conducteur pour le sanglage. Mais voilà. On retombe sur cette notion de co-responsabilité. Et donc, indirectement, et là, ce n'est pas le centre de formation Aftral qui parle pour vendre de la formation, c'est le spécialiste arrimage qui vous parle, parce que je diffuse de la sécurité et de la connaissance. Il n'y a pas le choix. Il faut que les personnes concernées par ces phases d'activité soient formées. Il faut leur amener la connaissance pour qu'ils soient acteurs de la sécurité de l'entreprise. Voilà. Et si je vais encore plus loin, on va en ADR. Allez, l'ADR, je vous laisse lire tout ce qu'il y a, le petit texte. Mais clairement, il est simplement dit dans ce texte qu'il faut absolument que les colis que l'on met dans un camion, dès lors qu'ils ont un logo, une étiquette ADR, il n'y a même pas les plaques orange à l'avant, à l'arrière, ils sont en dessous du seuil ADR, il n'y a pas de souci, ou au-dessus ou en dessous, dès lors qu'on met un colis avec une étiquette matière dangereuse, obligation est faite d'empêcher tout mouvement de ce colis ou déplacement par vibration. C'est-à-dire que le colis, on sent qu'il va peut-être un peu bouger, il va se décaler pendant la conduite, on doit trouver une solution, ça ne doit pas bouger. Et c'est le seul texte en France qui fait référence à la norme en disant
Il est réputé satisfait aux prescriptions du présent paragraphe lorsque la cargaison est arrimée conformément à la norme 1295-1. Voilà, de 2010. Voilà. Là, c'est clair, net et précis. Bon, mais ça devient préoccupant ou pas. Peut-être que vous êtes parfait parce qu'en ADR, vous avez déjà travaillé sur le sujet et vous confirmez que tout va bien. Je ne sais pas. La suite, la recommandation R512, là, je m'adresse plutôt aux responsables sécurité du site qui travaillent sur les protocoles de sécurité pour éviter les accidents du travail des conducteurs dans le transport. 9 accidents sur 10 ont lieu dans les entreprises de transport. Pardon, dans les entreprises, chez les chargeurs et à la livraison. 9 accidents du travail sur 10. La CNAM, en 2021, a édité une recommandation qui dit « Dans votre protocole de sécurité, messieurs les entreprises expéditeurs ou destinatrices, dans votre protocole de sécurité, il serait intéressant d'intégrer une phase, si vous le voyez ici, l'étape 5, une phase arrimage. À quel endroit on fait l'arrimage, comment ça doit être fait, du type, un exemple concret, j'impose à tous les conducteurs dans l'entreprise d'avoir toujours les 2 pieds collés au sol, même pendant les phases de lancer de sangle. Je ne veux plus voir un conducteur qui grimpe sur les camions ou qui grimpe par le côté des camions. Voilà, pour éviter les chutes de hauteur. Je vous le dis, sachez que ça existe. Je continue. Voici le code de la route français. Encore un autre texte qui parle de sécurisation des chargements. C'est pas compliqué. La partie, on dit, c'est l'article 312-19. Le petit 1 dit « Toutes précautions utiles doivent être prises pour que le chargement d'un véhicule automobile ou remorqué ne puisse être une cause de dommage ou de danger. » Bon, rien ne doit traîner au sol, petit 2. Rien ne doit voler, ok, petit 3. Attention, l'amende, elle est très chère, 45 €. Donc, en fait, c'est pas très, très excessif. Par contre, matière dangereuse, 750, 1500 €. Vous le voyez dans le 4e, petit. Et puis, petit 5 qui est arrivé en août 2020, dans cet article. Le petit 5, c'est immobilisation possible du véhicule pour défaut de sécurisation des chargements ou insuffisance de sécurisation des chargements. Voilà le code de la route français. Si je vais un peu plus loin, je compare avec le code de la route allemand. Et bien voilà, vous avez la définition, à mon sens, vous avez la définition de la sécurisation des chargements. On est là. Si on devait donner une définition, elle est là. Le chargement, y compris les outils d'arrimage, ainsi que les aménagements d'arrimage, sont à caler et à sécuriser de façon qu'ils ne puissent, même pas lors d'un freinage à fond ou d'une manœuvre brusque d'évitement pour éviter un accident. La marchandise, elle ne doit pas pouvoir glisser, se renverser, rouler, tomber ou provoquer un bruit évitable. Et bien là, il y a un peu de boulot. Ça veut dire qu'en cas de freinage à fond, un camion passe de 90 à 0, il faudrait que la palette qui est derrière ne bouge pas. D'accord. Mais alors la palette, elle fait 2,50 m de haut, elle est pile poil à la hauteur du camion. S'il freine, ça risque de basculer. Et bien, il va falloir trouver une solution pour pas que ça bascule. En cas de coup de volant, eh bien, il va falloir que la marchandise reste à sa place. Et ça, c'est un vrai sujet. Sous-estimé et souvent laissé à la charge du transporteur. Je vais aller un peu plus loin. Ouais, il faut bien rappeler que le freinage d'urgence est une condition normale d'utilisation du véhicule. Merci Jean-Baptiste de préciser, oui. Les conditions normales de conduite quand on parle d'arrimage, c'est freinage à fond de 90 à 0 en 4 secondes et demie et coup de volant pour éviter un accident, attention, sans que les roues du camion décollent. On n'est pas dans des exagérations, on est encore pour l'instant là-dessus. Voilà. Et on ne parle pas de l'accident, le camion qui se renverse, on n'en parle pas. Voilà. Merci pour cette précision. Voici les normes. Oh là là, ça en fait beaucoup. Vous voulez les acheter, pas de souci, vous contactez l'AFNOR, vous achetez la norme, ça vaut 180 €, je crois, chaque ligne. Voilà comment on peut trouver les normes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la 1, calcul de sécurisation des forces, la 2, les sangles, la 3, les chaînes d'amarrage, la EN 12640, on est sur les points d'ancrage à bord des véhicules industriels, des semi-remorques, la 642, la 12642, on est sur les codes L et les codes XL. Vous avez les containers aussi. Et puis, vous avez la norme MOS 40509. On en entend parler de plus en plus en Europe. C'est en train de prendre de la place, cette norme MOS 40509. Vraiment, ça commence à prendre la place.
De mon côté, j'en entends parler beaucoup. On rappelle que l'INRS fait des super guides quand on ne veut pas Oui, acheter la norme, qui peuvent donner des informations qui sont quand même très utiles et basées sur le réglementaire. exactement. Exactement. Et juste après, il y a deux, trois diapos plus loin, je vais vous présenter un guide européen de bonnes pratiques. Mais effectivement, l'INRS a fait un gros travail, vraiment un gros travail, pour mettre en ligne gratuitement pour les entreprises des guides de bonnes pratiques pour le chargement des marchandises, pour les véhicules routiers et pour les engins de chantier, pour les porte-engins. Vraiment, ils ont fait un gros travail de fond, c'est vraiment très pertinent. Et en fait, c'est la réécriture de la norme destiné à tout le monde, en fait. Ah ouais, très, très beau travail. Jean-Baptiste, ça faisait partie des choses que j'ai enlevées parce qu'il y avait trop d'infos. Voilà. Ici, pour historique, voici la norme allemande, la VDI. Alors, pourquoi il y a une petite différence entre la norme européenne et la VDI? Ben, tout simplement, si vous regardez en haut à gauche, la première VDI 2700 a été écrite en 2004 et la norme européenne a été écrite en 2010. Donc, la norme est directement tirée et inspirée de l'Allemagne. C'est pour ça que les Allemands sont très pointus là-dessus et que tous les pays qui sont autour de l'Allemagne sont déjà très en avance sur la sécurisation des chargements. Et en fait, tout ce que vous voyez, les VDI, ce sont des guides de bonnes pratiques. Vous prenez un produit, vous prenez les guides qui correspondent et vous savez comment le charger dans un camion. C'est pas plus compliqué que ça. En Europe, un cas concret, c'est passé sur LinkedIn. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. LinkedIn, c'est sorti. Je l'ai vu passer hier, moi. Ça doit faire 2, 3 jours qu'il circule. On est sur une arrestation d'un camion à gauche qui transporte des big bags posés sur palettes. Bon, à première vue, tout va bien. On voit qu'il y a des ridelles sur le côté, que c'est collé au tablier, que ça n'a pas bougé. 1 000 € d'amende et 3 jours d'immobilisation jusqu'à obtention de la certification MOS pour la marchandise. Il a fallu que le transporteur obtienne via le chargeur un certificat EMOS, c'est-à-dire prouver que le Big Bag posé sur la palette ne glisse pas sur la palette. Voilà ce que c'est le certificat EMOS. Et ça concerne non pas le transporteur, mais ça concerne directement le chargeur et l'industriel qui expédie une marchandise. Et donc là, on est vraiment dans une problématique nouvelle. Euh, la sécurisation de la marchandise sur la palette. Comment je peux Alors, certifier que... Ouais. donc, il faut se faire certifier, auditer. Qui va nous donner ça? Comment ça se passe? Alors, En bref, hein. certifié, on veut tout savoir maintenant. C'est exactement ça. Alors, justement, je vais vous en parler. Je vais vous en parler dans 4 diapos. Je vais vous en parler de tout ça. Voilà. Donc là, voilà, 3 jours de retard pour la livraison, 1 000 € d'amende, et je compte même pas tous les coûts, le principe de l'iceberg, hein. Les 1 000 €, c'est ce qu'on voit, et en dessous, c'est ce qu'on voit pas. Bah, Je le vous client parle mécontent, le cash qui rentre pas, etc., etc. exactement, exactement. La Donc, relation avec le prestataire qui se dégrade, hein, avec le transporteur, et le potentiellement. client qui attend sa marchandise. Tout à fait. Peut-être les chaînes de production à l'arrêt, peut-être tout un tas de choses qui sont pas bien. Une grosse conséquence. Je vous parle de la norme MOS dans 2, 3 diapos. Ici, maintenant, la norme. La norme EN 12195, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, je vais vous la faire très très simple. En 2 diapositives, je vais essayer de vous en parler. Elle dit qu'il faut maîtriser la marchandise pour lui éviter de glisser, de basculer et de rouler. Voilà ce qu'elle dit, la norme. Jusque-là, c'est assez logique. Dans quelle proportion? Alors, il y a 2 types de proportions pour la route et pour le maritime. Alors, je ne parle même pas de l'aviation, hein, le transport en avion. Pour la route, voilà la norme. La norme, elle dit qu'il faut retenir une marchandise dans un camion à hauteur de 0,8 fois son poids. C'est-à-dire qu'on doit retenir 80% du poids vers l'avant. Sur les côtés, 0,5, ça correspond à 50% du poids vers les côtés. Et vers l'arrière, 50%.
on parle bien de retenir le glissement de la marchandise dans un premier temps, et après on travaillera sur le basculement. Ça, c'est pour la route, c'est quelque chose de normal. Ça veut dire que je mets une marchandise de 10 tonnes dans mon camion, je dois retenir 10 tonnes multipliées par 0,8 vers l'avant, donc 8 tonnes vers l'avant et 5 tonnes sur les côtés. Voilà ce que ça veut dire. Et 5 tonnes vers l'arrière. En maritime, c'est un peu différent. En maritime, il va falloir tenir compte des conditions de mer en fonction du voyage et de l'itinéraire prévu par le bateau. Et il faudra tenir compte de la type de voyage, classe A, B ou C. Ça dépendra de la hauteur des vagues. Là-dessus, on va pouvoir, du coup, en fonction du voyage, classe A, B ou C, choisir la sécurisation longitudinale vers l'avant, vers l'arrière, entre 0,3 et 0,4. On va pouvoir utiliser les coefficients d'accélération à 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 sur les côtés, et aussi vers le haut. Parce que dans le pire des cas, la différence entre le 1 et le 0,2, eh bien, ça veut dire qu'il faut sécuriser à 0,8 vers le haut, parce que la marchandise peut, par moment, quand le bateau tombe, le conteneur va être tiré vers le bas, et à ce moment-là, la marchandise, il faudrait l'attacher au conteneur, à l'intérieur du conteneur, pour éviter que le conteneur descende plus vite que la marchandise. Et du coup, la marchandise risque de retomber sur son plancher. Donc, on peut détruire le plancher et on peut détruire la marchandise. Donc, la sécurisation des conteneurs, c'est encore une autre formation très spécifique. Je voulais juste, à travers cette diapositive qui est quand même assez technique, vous faire toucher du doigt cette complexité de la sécurisation des chargements dans les conteneurs, ce qu'on appelle l'assujettissement de la marchandise dans les conteneurs. Voilà. J'espère que ça convient à tout le monde. Voilà, c'est vraiment, voilà ce que c'est la norme. Et du coup, moi j'appelle ça dans mes formations, c'est le besoin à sécuriser. C'est le besoin. Je dois maîtriser ça. Maintenant, comment je dois maîtriser ça? C'est ça. Ça, c'est le point de départ. Maintenant, comment je dois sécuriser? Eh bien, on y va. Les techniques de sécurisation. Si réellement on passait tout au crible, il nous faudrait 2-3 jours. Hein. Là, on va le faire simple. Première méthode, la norme EMOS. La norme EMOS, c'est tout simplement, et là je profite, tu vois, ta question, Jean-Baptiste, c'est vraiment, la question c'est quoi la norme EMOS? Eh bien la norme EMOS, c'est une certification. EMOS, c'est une association européenne dans laquelle on a des experts, des spécialistes qui ont travaillé à écrire des normes, des certifications, et qui permettent, je vous la fais assez courte, hein, qui permet à un industriel d'obtenir une certification pour sa marchandise. En clair, vous voyez les photos, en clair, c'est est-ce que ma marchandise, selon les modalités d'emballage, que ce soit du film, que ce soit du cerclage, que ce soit le choix que vous faites, est-ce que ma marchandise tient sur ma palette à hauteur de 0,1 G, 0,2 G, 0,3 G. Et en fait, la petite photo que vous avez au milieu, c'est une vidéo qui montre un accélérateur et une machine qui permet de mettre en situation, qui permet de mettre en contrainte la marchandise sur sa palette à 0,3 G. Donc, à l'accélération, on va mettre cette palette en contrainte en 0,3 G. Donc, cette palette va basculer légèrement et elle va retomber. Si cette palette retombe droite, en décélération, d'accélération, vous obtenez la certification à 0,3. Voilà. Selon le cahier des charges que vous avez décidé pour emballer cette marchandise. Et c'est ça la certification EMOS. EMOS travaille aussi à certifier des formateurs, des organismes de formation, tout ça. Et principalement, c'est ça. Et du coup, la sécurisation des chargements, c'est directement la responsabilité de l'expéditeur. Et le premier travail à faire, c'est déjà de sécuriser la marchandise sur son support de transport. Première chose à faire. Est-ce que ça va pour la norme MOS? Est-ce que j'ai répondu du coup, Jean-Baptiste? Est-ce que tout le monde, moi, je me mets à la place des chargeurs, j'ai une palette, comment je m'y prends? Alors, on va aller regarder la norme, on va peut-être l'acheter, et puis à un moment, il va falloir passer au concret, c'est-à-dire aller certifier sa palette avec ses différents produits.
Alors, j'ai 15 000 produits dans mon catalogue. Ça peut poser problème. J'ai des produits légers, j'ai des produits lourds, j'ai des produits Mhm. encombrants, petits. C'est toute une démarche, c'est des coûts. C'est ça. C'est pas évident. Donc, on va diagnostiquer en premier quel type de marchandise, qu'est-ce qui est prioritaire. Priorité, matière dangereuse et tout ce qui est floqué avec un petit logo ADR. Clairement, il va falloir travailler là-dessus. Des fûts, par exemple, sur une palette, c'est un vrai sujet, hein. On ne peut pas mettre une sangle par-dessus, ça ne tiendra pas. Euh, Tout ce qui va sortir de France, on va s'en occuper aussi pour obtenir une certification, tout ce qui traverse l'Allemagne ou qui livre en Allemagne. Et après, voilà, la priorisation, moi, je la ferai dans cet ordre-là. Allemagne, matière D'accord. dangereuse et Allemagne. Et après, on descend. Le Voilà. poids, quoi, dès que c'est lourd aussi, bah, comme il y a des G, c'est proportionnel. Quand c'est lourd, ça a beaucoup plus de risques si je transportais des choses très légères. Alors, merci de le dire, mais c'est une idée reçue. C'est léger, c'est lourd, ça bouge exactement de la même manière, sauf que quand c'est léger, ça s'arrêtera plus tôt. Quand c'est lourd, ça s'arrêtera plus tard. C'est Ouais. juste ça. Mais ça bouge exactement de la même manière. Vraiment. Bon, disons que le risque est peut-être un peu moins fort, notamment pour que la palette sorte du véhicule, hein, notamment sur les parois bâchées, les TOT, où il n'y aurait pas de ridelle. Exactement. Oui, il y a un peu moins de risque quand on a des totes avec des lisses en bon état. Un peu moins de risque. C'est ça. Donc voilà la norme MOS. Ça, c'est, moi, je dirais, comment vous dire, je vous ai parlé du besoin, le 0,8, 0,5, tout ça à maîtriser dans la norme. Maintenant, je suis en train de travailler. Quels sont les moyens de sécuriser un chargement? Ben, le premier moyen, c'est celui-là. Et quel est un moyen de garantir qu'on est juste et qu'on a une certification? C'est la certification AMOS. Et puis, deuxième moyen, c'est le frottement. Et le frottement, et j'en profite, le frottement entre la palette et le plancher, entre la marchandise et le plancher. Et ce frottement, je vous prends un exemple, entre une palette bois et un plancher bois, on est à 0,3 de frottement. Du fer sur du fer, je sais pas, une poutre d'acier sur un plancher en acier lisse, on est à 0,1. Vous mettez tout ça un peu avec un peu d'huile pour éviter la rouille, 0,1, ça va glisser comme si on était sur de la neige. Par contre, vous mettez un tapis anti-glisse. Si vous voyez tout en bas de la liste, le tapis anti-glisse, les petits tapis en caoutchouc. Tiens, voilà, j'en ai un à côté là. Les petits tapis en caoutchouc qui peuvent ressembler à ça. C'est tout petit, hein. Ces tapis en caoutchouc permettent d'obtenir un 0,6 de frottement. 60% de frottement. Quand tout à l'heure, je vous disais qu'un norme imposait du 0,5 sur les côtés, le 0,6 de moyenne me permet de maîtriser le glissement. Par contre, ça ne maîtrise pas la vibration et le déplacement et le risque de basculement. Voilà. Et je profite de la diapositive pour vous présenter le guide européen de bonnes pratiques de l'arrimage qui est gratuit, qu'on peut télécharger librement sur le site de l'Union européenne. Et en France, on a les guides INRS qui sont très très bien faits aussi. Donc là, on est sur la deuxième méthode de sécurisation. Troisième méthode, les véhicules. Les véhicules, en fait, ils ont une capacité. Et les véhicules code XL, regardez un petit peu, voilà une semi. Comment reconnaître une semi-remorque code XL? Souvent, vous avez un autocollant à l'avant, vous avez sur les portes arrière code XL. Et je pense qu'à midi, quand vous allez prendre la voiture ou ce soir, vous regarderez les semi-remorques autrement. Vous allez chercher les codes XL sur les portes arrière. Vous verrez, il y a des choses qui vont vous sauter aux yeux. Et en fait, ce code XL que vous retrouvez ici, le 12642 code XL, il dit simplement que le tablier est capable de retenir 13 500. Les parois latérales, 10 tonnes 8. Les portes arrière, 8 tonnes 100. Alors attention, hein, c'est le maximum de capacité selon les tests qui ont été réalisés par le fabricant. Il faut relativiser tout ça, hein. Ça dépend de ce qu'on met dans le camion, ça dépend du contrôle qui a été effectué par le camion. Je vais relativiser tout ce que je dis. Mais si je prends un exemple contraire, toutes les semis qui ne sont pas XL à l'heure actuelle, ou qui datent d'avant 2017 plus précisément, le tablier, il tient 5 tonnes. Là, je suis en train de vous dire que le tablier tient 13 tonnes et demie en XL. Avant 2017, les semis qui ne sont pas XL, les parois latérales retiennent 0, alors que le XL peut retenir jusqu'à 10 tonnes 8. C'est un avantage de demander au transporteur, dans le cahier des charges, quand on commande un transport, d'avoir des semis code XL. C'est un avantage pour un transporteur d'acheter des semis code XL.
Parce qu'on va gagner du temps dans la sécurisation des chargements, on mettra moins de sangles, on prendra moins de temps, on prendra moins de risques, il y aura moins d'accidents. Voilà la Une troisième. question, Oui, on a une question d'Olivier. Donc XL, c'est pas le pourcentage de la CU. Alors moi, j'ai pas tout compris il la n'a pas question. tort. Il peut intervenir si, ou toi, si tu as compris. Olivier, je crois comprendre le 80, on est d'accord, le 50% de la charge utile vers l'avant, le 40% sur les côtés, le 30% vers l'arrière. La norme dit que pour obtenir une certification XL pour le fabricant de la semi-remorque, il faut que sa semi-remorque soit capable de retenir 50% de la charge utile vers l'avant, 40% sur les côtés, 30% vers l'arrière. Ça, c'est pour obtenir la certification. Mais dans les faits, on retrouve toujours le même autocollant devant les SMI, quelle que soit la capacité de charge utile de la SMI. Et dans mes formations, j'ai arrêté de parler de pourcentage, parce qu'en fait, je perdais tout le monde à chaque fois. Et je préfère mettre carrément, et dans les faits, c'est plus simple de dire, va lire l'étiquette devant, et tu prends le montant qu'il y a dessus, et si vous n'avez pas d'étiquette ou d'autocollant, demandez le certificat de conformité de la SMI au conducteur qui doit vous la fournir, sur laquelle vous retrouvez les vraies valeurs, les bonnes valeurs. Et c'est pour ça, il a raison, Olivier, de dire, parce que je sens qu'il y a de l'expertise derrière. Merci Patrick, hein. C'est ça. Et, euh, et du coup, il y a un petit travail là-dessus à faire. Le pourcentage est bien, mais moi, je préfère partir là-dessus parce que c'est plus concret, c'est plus facile à utiliser au quotidien. Voilà, j'espère avoir répondu. Super. Et donc, Bon, la on dernière, rentre dans le dur. attention, parce que là, je suis déjà à 45, 11h45, il faut que je passe un peu. Je voulais juste vous montrer cette étiquette. Je vais juste aller très simplement. Ah, On les n'aura pas le temps sangles, d'en parler. c'est fondamental, les sangles, parce que c'est le Les transporteur qui sangles. les amène. Ah, mais les sangles, il faut les contrôler, il faut vérifier qu'il y a une étiquette, il faut vérifier qu'elles sont en bon état. Certains pays interdisent les sangles avec les doigts écartés. Il faut des sangles accrochées, vous savez, les petits crochets qui se mettent sur le plancher, il faut qu'ils soient serrés, il ne faut pas qu'ils soient écartés, ils interdisent. Mince. Et sur l'étiquette, il y a tout un tas de choses. On va retrouver le nom du fabricant, la norme EN 1295, on va retrouver la date de fabrication. Aucune obligation de contrôle comme les élingues. Aucune obligation de contrôle tous les 5 ans, tous les ans, tous les 6 mois, rien. C'est à la charge et à la discrétion du transporteur de faire contrôler son matériel d'arrimage. Par contre, vous, j'ai l'impression de parler des expéditeurs, mais en fait, il y a tout le monde là. Il faudrait que le chargeur ait quelqu'un de formé pour contrôler son matériel. Il faudrait que les transporteurs aient des conducteurs formés pour contrôler ce matériel. Il faudrait que les personnes qui achètent les sangles soient formées et un minimum de connaissances pour savoir quel matériel acheter. N'allez pas en Allemagne avec des sangles avec un LC à moins de 2500. N'allez pas en Allemagne avec un STF à moins de 500. Voilà, ça c'est du concret. Par contre, quand vous achetez une sangle en France, vous aurez un STF souvent à 375 et un LC à 2000. Pourquoi? Parce qu'on les achète à 8,50 €. Elles sont très bien, hein, mais il en faudra un peu plus. Si j'en achète à 14 €, je serai moins embêté. Voilà, des petits détails comme ça. Et en formation, petit truc, quand on utilise un cliquet de sangle, il faut faire 2 tours, un quart autour de l'axe. Ça, c'est la norme qui le dit. Si on fait moins de 2 tours, un quart autour de l'axe, la sangle va se détendre, elle va glisser dans le cliquet, elle va glisser, tout simplement. Et ces petits détails, il faut que les gars qui utilisent les cliquets soient formés pour ça. Voilà, je voulais juste vous dire ça, et je ne vais pas en dire plus parce qu'il faudrait beaucoup de temps pour en parler. Donc on vérifie, ah si, l'important c'est la couleur de l'étiquette. La couleur de la sangle, on s'en fiche. Il n'y a pas de norme concernant la couleur de la sangle, contrairement aux idées reçues. Les petits traits qui sont sur la sangle, il ne faut pas se fier à ces petits traits, ce n'est pas imposé par la norme. Ce qui est imposé par la norme, c'est l'étiquette. Et en général, l'étiquette bleue va très très bien pour tout type de chargement. Sauf des cas un peu particuliers sur des produits en pH supérieur à 7 qui dégagent de la vapeur, on pourrait passer sur des étiquettes marron. Là, ça pourrait être pas mal. Voilà, juste je vous dis ça, ça suffit. Est-ce qu'on peut mettre quelque chose dans le cahier des charges pour le matériel de sécurité? Est-ce qu'on peut rester vague?
Ou est-ce qu'il faut commencer à mettre dans les cahiers des charges pour les transporteurs, hein, des choses plus dures? Concrètement, moi, à l'heure actuelle, on entend souvent parler des transporteurs, des conducteurs qui disent il faut une sangle par mètre linéaire en Allemagne. Bon, sachant qu'un camion fait 13 mètres de long, 13 mètres 60 de plancher, on va considérer qu'il faudrait au moins 14 sangles dans un camion. Voilà, concrètement. Et je réponds, la réponse est oui. Oui, dans le cahier des charges, il va falloir peut-être penser à imposer du code Excel, à imposer des sangles à doigts serrés, à imposer des capacités minimales qui permettront d'améliorer les situations déjà existantes, qui font que, à l'heure actuelle, il faut bien se rendre compte que 90% des chargements sont plutôt pas mal faits. Il manquerait pas grand-chose. Mais il y a 10% des chargements qui sont vraiment mal faits. Il y a un gros travail là-dessus. Et ça commence par le camion, les cendres. Par contre, c'est là où il faut faire un diagnostic avant de mettre ça en place. C'est jusqu'où je vais, parce que j'impose quelque chose au transporteur, donc je vais m'imposer à quelque chose à moi. Donc il faut monter, il faut diagnostiquer, il faut monter crescendo pour mettre ça en place, pour que ce soit pas un mur avec une obligation brutale. Il faut vraiment que tout le monde, petit à petit, arrive à travailler ensemble. Et ça, c'est un travail de fond avec la direction, les responsables sécurité, QHSE, les transporteurs, avant de l'échanger avec eux. Et petit à petit, on va monter en compétence là-dessus. Et oui, la réponse est oui, il faut rajouter des choses comme ça dans le cahier des charges. Oui, et ça, Merci. ça sera bon. Une barre de blocage à l'arrière, allez, on est passé à la sangle, la barre de blocage. Contrairement aux idées reçues, ça tient que dalle. Que dalle. Vous savez, la petite barre comme à l'arrière en aluminium. Regardez la capacité, ça tient cette barre là, dont je parle. Ça tient 400 kg pour les meilleurs, en bon état. Et j'en ai vu à 270 kg. Déca-newton. Voilà. Donc ça tient. C'est juste pour empêcher le basculement, hein, soyons clairs. Ça sert juste à ça. Ça ne sera pas capable de retenir 5 tonnes. Voilà. Et puis voilà, une petite présentation de différentes méthodes de sanglage. Donc là, c'est juste pour piquer un petit peu plus la curiosité. Allez, je vous la fais courte. Quand je veux mettre en place des sangles, je vais utiliser un arrimage par le dessus, plaquant, anti-rebond, diagonal, anti-rebond plaquant ou direct. Je sais pas, on va essayer, on va discuter. On va chercher des solutions. C'est tout. Allez, j'en reste là. Et puis, bien sûr, les formations, et j'arrêterai là. La formation, les formations LAFTRAL. Au début, on proposait des formations au début. On a toujours proposé des formations sur une journée. Une journée avec des formations 50% du temps en théorie, 50% du temps en pratique. Une journée, je l'ai pratiqué longtemps. Et à chaque fois, il y avait un retour très contrasté en fin de journée en disant c'est bien, mais je me sens pas très compétent. Donc moi, j'ai poussé un petit peu, je fais des formations sur 2 jours pour former des référents. Et sur 2 jours, on a un peu plus de temps. Pour moi, le minimum, c'est 2 jours. Et dans tous les textes européens qu'on retrouve, il est fortement recommandé de travailler sur 2 jours si on veut amener une vraie connaissance et un vrai savoir-faire, de bonnes bases. Voilà. Et c'est pour ça qu'à l'Astral, on propose des formations à niveau référent que moi j'anime et un niveau opérateur que tous les formateurs dans les centres peuvent animer. Et ça concerne le transport de marchandises, le container, les engins de chantier et le transport exceptionnel. Voilà, avec toujours 50% de théorie, 50% de pratique. Voilà. Merci Eh pour bien, votre attention. bravo, hein, c'était dense, hein, tu nous as apporté énormément d'informations, à la fois pratiques, utiles et puis réglementaires. Tout le monde maintenant peut ouvrir ses micros, hein, vous pouvez partager vos questions librement à Patrick. C'est intéressant. Alors, on pourra peut-être pas répondre à un cas précis, mais voilà, si vous avez des remarques, encore des interrogations, n'hésitez pas. Il nous reste un peu de temps, on est à l'heure, hein. Je craignais qu'on ne dépasse et finalement, tu as fait un très bon travail, Patrick, puisque il est 53. Encore 7 minutes pour la question-réponse, donc n'hésitez pas. Allez-y. Olivier, je vois qu'il lève la main. Allez, Olivier, une question. Oui, bonjour à tous. J'ai eu la chance d'assister à deux formations d'expertise avec Patrick pour me faire certifier. On a poussé vraiment la formation beaucoup plus loin que ce qu'on a vu aujourd'hui.
Et malgré tout, Patrick, je me trouvais très, très léger quand j'allais intervenir dans les entreprises. L'intervention les amenait à se poser d'autres questions et ça aurait vraiment nécessité, comme tu le dis derrière, une formation de 2 jours avec beaucoup de pratique également. Mhm. Donc là, on est juste en train de planter des petites graines, mais Mhm. je marquais en commentaire que la route est encore très, très longue parce que c'est toute la chaîne logistique qui est concernée, hein. Du fabricant, par son emballage, en passant par le transporteur, puisque les DREAL et les contrôleurs sont déjà hyper bien formés. Et moi, j'avais arrêté d'être référent parce que je me sentais pas assez professionnel, tu vois. Mhm. Il en manquait. Et c'est toute la difficulté, effectivement. Partir sur 2 jours de formation, c'est ce que l'on propose au catalogue. Moi, je sais que, idéalement, ce serait 3 jours, 4 jours, 5 jours. J'ai aucun souci là-dessus parce qu'il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer pour être à l'aise et après ça coince mais voilà, c'est le minimum, c'est 2 jours. Pour moi, c'est un minimum de jours. Par contre, je rejoins ce que dit Olivier, c'est toute la supply chain qui est concernée. Merci aujourd'hui de m'avoir invité pour animer ce webinaire parce que ça concerne tous les acteurs de la chaîne. Voilà. Alors, bah, au-delà des acteurs, de ceux qui interviennent dans les opérations, moi j'aimerais bien savoir c'est quoi l'accueil du dirigeant, du QHSE, de la qualité, des RH, parce que finalement, là on vient de parler d'un jargon très technique qui peut résonner à nos oreilles d'opérationnel, mais comment on le voit d'un point de vue un peu plus fonction support ou direction? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un, oui, qui pourrait nous amener cette vision? Ça, ce serait intéressant. Parce que moi, je l'ai, la vision, parce que j'ai déjà discuté avec plein avec des personnes QHSE dirigeants sur ce sujet-là, en logistique, en industrie, chez des transporteurs, et j'ai quelques retours, mais ce serait intéressant C'est aujourd'hui de vous avoir. c'est quelqu'un qui veut allumer son micro et partager peut-être son expérience, n'hésitez pas. Ah oui. Moi, en tant qu'ancien responsable de transport, je peux vous dire que ça m'est arrivé d'avoir des litiges à l'appel, et c'est quand on a des litiges et des enjeux financiers que ça commence à réagir au niveau de direction, mais c'est souvent mal perçu ou pas bien compris côté qualité, côté QHSE, quoi. C'est difficile à appréhender de par bah, le jargon spécifique et la pluralité des normes. Et je suis entièrement d'accord et c'est là où il faut relativiser un petit peu tout ce que l'on vient de voir, l'aspect technique. C'est-à-dire que pour moi, là, tout ce que je viens de vous présenter, c'est vraiment le cadre, hein. Le cadre pour comprendre, pour vous amener de l'information et comprendre un minimum. L'arrimage, la sécurisation et chargement, c'est simple. C'est ça qu'il faut garder en tête, c'est simple. Je comprends aussi la position de si on commence à travailler là-dessus, ça veut dire qu'on va augmenter les temps de chargement, peut-être. Donc il y a un coût derrière et en fait, on se rend compte comme, je vais comparer ça avec un sportif. Au début, quand on commence à courir ou à faire un peu de sport, on n'est pas forcément bon et puis à force de s'entraîner, on s'améliore et le temps se réduit, se condense. Et ben, en fait, quand on travaille sur ces sujets-là, au début, ça peut être mal accueilli, ça dépend comment c'est amené mais ça ne perturbe pas la durée des chargements. Parce qu'en fait, c'est une autre approche, c'est une autre façon de faire et en termes de coût, on y gagne. On y gagne de toute façon. Au départ, c'est un petit investissement, mais après, on y gagne à tous les points. Les litiges, notamment, j'ai travaillé dans le frigorifique, j'ai fait de la formation arrimage en frigorifique. C'est inimaginable le nombre de litiges qu'ils ont évité. Ils ont réduit leur taux de litige, la casse, des yaourts, des choses comme ça, et notamment les doubles parois dans les frigos, les doubles parois qui cassaient. Et ils ont eu beaucoup, beaucoup moins de casses suite aux formations. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait amener nous apporter cette vision? Est-ce que ça vous fait réagir ou pas? Alors, Olivier, ouais, mais Un des... petit retour, en fait, Ah, un c'est petit retour Philippe. d'intervention que j'ai fait dans des grosses bases logistiques Ouais, où soit ils étaient contents qu'on vienne pour se rassurer qu'ils faisaient bien les choses, ouais, soit ils avaient un contrôle, ils venaient d'avoir un contrôle et ils se disaient il faut vraiment qu'on fasse le nécessaire pour se mettre carré, oui, soit ils avaient eu un accident, donc c'était oui, déjà un petit peu trop tard, mais et ils étaient vraiment en demande de formation.
Et une fois que je terminais la journée de formation, ben, ce qu'il en ressortait, comme disait Mélanie, c'est ce qui prime, c'est l'aspect financier. C'est pour ça qu'une fois de plus, je dis que la route est super longue, parce que le temps que toute la supply chain en soit consciente et le mette en œuvre, ça passe déjà par des, des décisions financières. Sur une des grosses bases logistiques que j'ai intervenu, on m'avait clairement dit, ben voilà, aujourd'hui, on fait 3 chargements par jour, par opérateur. Si on applique ce que tu nous dis, ben, ça va être une par jour, quoi. Mhm. Mais je leur disais, par contre, faut repenser tout le conditionnement de ce que vous expédiez. Oui, Euh, Il y a du boulot. oui. Merci. Et Philippe, du Ouais, coup? moi, je donne des formations dans le domaine supply chain pour des gens qui découvrent la supply chain, qui sont un peu en périphérie de la supply chain, etc. Et donc, ça va tout à fait en lien, mais la réponse a déjà été donnée. En fait, on se rend compte qu'il y a deux choses qui motivent les gens pour s'intéresser à ces sujets-là. Un, c'est l'accident. Quand l'accident a eu lieu, alors là, effectivement, tout le monde se sent concerné. Et la deuxième chose, c'est effectivement sensibiliser les gens à partir du moment où il commence à y avoir des remontées d'insatisfaction client avec justement les litiges et montrer aux gens que finalement, travailler sur le conditionnement, l'arrimage, le Mhm. sanglage, comment la marchandise va être transportée, est parfois justement un levier pour corriger cette situation. Et en fait, on arrive à intéresser les gens, surtout en les amenant sur ces deux domaines-là. Et c'est pour ça que j'ai trouvé très intéressant la première photo que tu as présentée de l'accident. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec une entreprise sur laquelle j'ai carrément halluciné parce qu'en gros, pour des histoires de réduction de coûts, on a accepté de travailler avec des transporteurs étrangers, mais sur lesquels, en fait, le tonnage sur les cieux était plus du tout la même chose et un décentrage de la marchandise pouvait avoir des répercussions énormes si l'accident arrivait. Mhm. En fait, je me suis rendu compte de quoi? C'est qu'en fait, il y avait des choix qui avaient été faits, généralement purement financiers. Et en fait, en intégrant le problème, en travaillant un peu avec les opérationnels et puis en revenant sur des choses de bon sens, puisque l'arrimage, par définition, c'est du bon sens, euh, effectivement, on met le doigt sur un certain nombre de choses où là, tout à coup, on a l'impression que les esprits s'éveillent et les gens se rendent compte que là, il y a quand même une connerie qui est en train d'être généralisée. Et si jamais on se retrouve avec effectivement l'accident qui arrive à ce moment-là, on est à poil. Et Oui. en fait, il faut arriver, je crois, sur ces sujets-là, pour intéresser les gens, il faut arriver pratiquement dans ces deux logiques, soit voir ce que j'appelle la mauvaise pratique, mais mettre le doigt dessus avec tout le monde en montrant, mais là, vous êtes en dehors des clous. Le Black Mhm. Book. Vous êtes en dehors des clous. Ou la Mhm. deuxième chose, c'est effectivement d'arriver sur une réflexion qui se fait pour essayer d'améliorer la situation, découvrir les bonnes pratiques pour réduire les litiges. Moi, c'est les deux points, mais ça avait été donné par Olivier. Alors, Ça. justement, il y a Gwenaëlle qui a réagi en complément de toi, Philippe, en disant que, bah, elle, de son côté, elle avait eu le support de son service juridique. Donc, c'est intéressant, Gwenaëlle, si vous souhaitez partager, n'hésitez pas, parce que Bien sûr, c'est un autre angle d'attaque assez intéressant. bien sûr. En fait, ce qui s'est passé chez nous, c'est qu'on a un camion qui a été arrêté il y a quelque temps en Allemagne. Mhm. Et la marchandise n'était pas correctement sanglée, donc on a directement reçu une convocation au tribunal en Allemagne. Se pose la question de qui est responsable dans ce cas-là. Est-ce que c'est la société? Est-ce que c'est une personne nominativement qui doit se présenter à la convocation? Enfin, du coup, j'étais un peu embêtée pour traiter ce sujet-là. Je maîtrisais pas suffisamment les choses. Donc, j'ai fait appel à mon service juridique qui m'a aidé et qui a justement poussé avec moi ce sujet-là et aidé à comprendre quelle était l'importance derrière tout ça à ouvrir le sujet et à vraiment commencer à travailler sur ce sujet-là. Mais il est clair que sans ça, c'est très compliqué d'arriver à pousser ce type de sujet. C'est un peu comme, quand on contracte une assurance, tant qu'on n'a pas d'accident réellement ou de réelles problématiques, bon, on n'est pas super convaincu et puis en pratique, quand il y a vraiment quelque chose qui arrive, et qu'il faut mettre un nom en bas de la page, qui est réellement responsable de tout ça?
Là, le sujet n'est pas compris de la même façon, on va dire. Donc ça a vraiment aidé. Mais pour Oui. autant, il y a la loi, il y a les règles, il y a ce qui doit être fait et puis après en pratique, on a les chauffeurs qui se présentent et qui veulent pas arrimer, qui n'ont pas de sangles, pas suffisamment, qui n'ont pas le temps, qui nous disent qu'ils ont les sangles, qu'ils ont arrimé et puis quand on vérifie, bah, ça n'a pas été fait. Enfin, c'est vraiment un sujet qui est compliqué et il faut vraiment s'armer de patience et de et de courage, pour le mettre en place, Oui. en pratique, réellement. Et vraiment merci parce que ça argumente, ça image parfaitement tout ce qu'on vient de dire. Et Et pour rebondir à nouveau, si tu permets, sur cette affaire-là, ce que j'ai remarqué aussi, et pourtant c'est bien quelque chose qui a été mis en avant, c'est finalement, dès les appels d'offres, dès la contractualisation d'un marché de transport, avoir déjà intégré cette caractéristique de son besoin au vu des expéditions qu'on va avoir à faire, et ça doit figurer dès le contrat de transport. Et moi, je me rends compte quand même que les éléments dont parlait Gwenaël, l'absence de sangle, etc., des choses comme ça peut être des choses qui sont spécifiées à l'intérieur d'un certain nombre de documents, sur oui. lesquels on peut ensuite s'appuyer, qui facilitent la vie d'une façon énorme. Et moi, je me rends compte que c'est effectivement là encore des points de bon sens où, au volet contractualisation, il faut attirer l'attention des gens en disant, mais pensez-y. C'est à ce moment-là qu'effectivement, vous pouvez éventuellement vous faciliter la vie. Pardon. Ça, c'est ça, c'est le cadre. Par contre, je rebondis sur ce que disait Gwenaël. On retrouve un cariste qui est face à un conducteur qui lui dit j'ai sanglé, 2 sangles, ça suffit. Et la personne qui vient de charger le camion dit ben, il doit avoir raison parce que je sais pas. Et c'est là qu'il y a, moi je le vois trop souvent ça. Et quand on amène la connaissance, il dit mais je vais pouvoir lui répondre maintenant à ce conducteur, dis donc, et 2 sangles, ça suffit pas, hein. Tu vas m'en mettre 4 et tu m'en mets 2 comme ça, une comme ça, et après on t'autorisera au départ. Il y a ça, c'est important aussi. Donc ça veut dire qu'il y a tous ces aspects, effectivement, et puis pour éviter de se retrouver dans cette situation que Godin décrivait très bien, convocation au tribunal en Allemagne, oui, qui va aller en Allemagne? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est l'expéditeur? Est-ce que c'est le transporteur? Et pour éviter ça, c'est tout est lié en fait. Et par contre, je rejoins Gwenaël, c'est du temps long. C'est du temps long, on va pas changer ça demain. Et je l'ai vécu, moi, avec l'industrie avec qui je travaille. Il y a 5 ans en arrière, ils avaient rien. Ils n'avaient pas la capacité des normes, de la sangle, les capacités, tout ça dans leur guide. Ils n'avaient pas du XL. Maintenant, XL obligatoire. Les sangles, c'est du 2500. Et maintenant, on a vraiment vu une évolution. Jusqu'à maintenant, ce n'est plus un expert dans l'entreprise, il y en a 3. Et je travaille avec des gars qui s'occupent de l'organisation des transports européens. Et là, on se dit, tiens, ils viennent d'intégrer dans tous leurs paramètres de transport l'arrimage. Il a fallu presque 4 ans pour arriver à ça. Donc, c'est du temps long. Voilà. Alors, le webinaire touche presque à sa fin. Alors, oui, c'est un sujet passionnant qui amène plein de questions, qui nous donne envie de poursuivre ce sujet. Donc, je te remercie beaucoup, Patrick. J'ai juste une petite question. Est-ce que tu penses que cette personne qui va en Allemagne, ça pourrait pas être un avocat? Et si c'est le cas, est-ce qu'il y a des avocats qui sont spécialisés dans ce domaine-là? Là, je te pose une colle. À l'heure actuelle, les seuls spécialisés que je connaisse, ce sont des experts d'assurance. Ah, les assurances, ils Oui, ont. Ah bah ceux oui, qui forcément, payent. ils se prémunissent du risque, hein. Donc, le mieux, c'est peut-être d'aller voir son assurance pour qu'elle nous aide. Alors, les experts d'assurance après l'accident, ce sont les seuls que je connaisse vraiment pointus là-dessus et avec qui que j'ai pu croiser, selon mes activités, ce sont les seuls que j'ai pu croiser qui étaient spécialisés et capables de répondre à ça. Et à l'heure actuelle, il y a plein de gens qui travaillent dans leur coin sur l'arrimage, la sécurisation, et c'est un sujet qui n'est pas assez pris en compte dans toute la chaîne. Et du coup, il y a pas, j'ai jamais croisé d'avocats ou Juriste. de juristes spécialisés dans ce domaine-là. Voilà. Et bon, eh bien, c'est parfait. Comme ça, on va pouvoir clore ce webinaire parce que tu nous as donné vraiment beaucoup d'informations. Donc, moi, je me suis permis dans le chat de vous mettre tout ce que Patrick nous a dit en majorité au fur et à mesure du webinaire. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter. Ça vous fait une base documentaire, c'est important. Vous avez la présentation, mais je vais vous la renvoyer après pour tous ceux qui se sont inscrits.
Le mot de la fin, c'est que je pense qu'on va pouvoir passer au physique, hein. Là, on vient de faire du online. On vous proposera bientôt des événements physiques pour venir peut-être vous former, vous entraîner. On ne sait pas encore. On va discuter du format avec Patrick, puisque chez Alpe Supply Chain, nous aimons les experts et nous aimons qu'ils partagent leur expertise pour pouvoir passer à l'action. Donc, merci à tous pour votre participation, vos questions, vos réactions. Et puis, n'hésitez pas à venir à nos événements en physique, participer à nos autres webinaires. Ce sera la 41e vidéo que nous allons poser sur notre chaîne YouTube. Donc, allez regarder, il y a des choses intéressantes qui ne sont peut-être pas dans vos métiers, mais qui peuvent vous apporter des connaissances comme celles que viennent de nous partager Patrick. Donc, merci à tous et puis je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà. Au revoir. Merci, au revoir. Bientôt. Merci. Au revoir.